Bonjour, je reviens vers vous pour faire un podcast sur le sujet du viol. Je trouve ce sujet méga important, malheureusement encore aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Je vais essayer d'organiser tout ça au fur et à mesure de ce que je vais vous livrer. Alors, je vais connaître beaucoup de gestes d'abus, des gestes d'intrusion dans mon intimité, dans ma vie, avant même l'acte de viol que je vais vivre à l'âge de 18 ans. Donc dans ma petite enfance, dans ma petite enfance, je dirais à partir de l'âge de la primaire, oui c'est ça, de la primaire, quand je vais aller à l'école ou aussi en colonie de vacances, je vais être confrontée à des garçons de mon âge qui vont à des moments donnés me mettre une main entre les jambes, entre les cuisses, au niveau de la vulve, qui vont me mettre des mains aux fesses, qui vont mettre des mains au niveau de ma poitrine. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont arriver assez souvent en primaire, dans la cour de récré, dans des recoins des toilettes, ce genre de choses. Et en colonie de vacances, lors de jeux, quand vous passez entre les jambes de un tel, une telle, quand on court, quand on fait je ne sais quoi. Donc ça va passer un peu à la trappe, et de mon côté ça va complètement être dans l'oubli, dans le déni, dans un truc de ah c'est pas grave, c'est du jeu, dans un truc presque du domaine de la normalité. Donc je vais grandir avec la compréhension que c'est normal qu'à des moments donnés, des garçons de mon âge m'approchent et me touchent sans ma permission à des endroits hyper intimes où j'ai pas envie d'être touchée, en tout cas pas comme ça. Donc voilà, donc ça c'est une première chose que j'intègre assez jeune. Donc je vous parle de ça, j'ai je dirais entre 8 et 11 ans, quelque chose comme ça. À partir de là, alors à l'époque, je sais déjà ce que c'est que le viol. Enfin, je sais que ça existe, je sais à peu près dans les grandes lignes ce que ça veut dire. Puisque j'ai une maman qui va très tôt me parler de beaucoup de choses d'adultes que je devrais même pas savoir, mais dont je suis au courant assez tôt. Alors parfois ça aura eu des bénéfices hyper importants, puis des fois ça aura été un peu plus compliqué de savoir certaines choses à des âges un peu trop avancés. Mais du coup, je suis au courant, je sais ce que c'est. Je grandis dans certains quartiers où le viol, je ne vais pas vous dire qu'il fait partie du quotidien, mais en tout cas, on sait qu'il se passe des choses dans certaines caves de certains bâtiments qui sont pas très loin de chez moi, qui sont même parfois qui font partie de ma tour à moi où j'habite. Voilà, donc on a des bruits, des rumeurs, des choses qui courent un peu comme ça sur des sujets de une telle elle y est passée, il s'est passé ça, vous l'apprenez le lundi et ça s'est passé dans le week-end, vous étiez pas au courant, personne n'a rien entendu. La jeune fille s'est peut-être confiée à une amie et c'est comme ça qu'on est au courant, enfin bref. Donc c'est un petit peu, je vis dans un truc où je sais que ça existe, je sais qu'il faut que je fasse attention et que ça peut m'arriver. J'ai un peu cette hantise de me faire choper en rentrant de la primaire ou du collège, de me faire attraper pour qu'on me fasse des trucs chelous que j'imagine pas complètement parce que je suis encore une gamine.
Mais je suis au courant qu'il y a un danger là-dessus, un peu comme le grand méchant loup dans les histoires, quoi. J'ai un truc un peu comme ça, où quand je rentre toute seule de l'école, j'ai peur de ça, j'y pense. Donc tout le temps où je suis accompagnée par une copine, un copain sur le trajet, j'ai pas peur. Et une fois que je me retrouve toute seule, je regarde derrière moi, je m'accroche à mon sac à dos, je marche un peu plus vite, surtout au moment de l'hiver où la pénombre arrive un peu plus vite que l'été. Voilà, je vis un peu avec cette petite peur au ventre quand je rentre le soir de l'école toute seule et que je vais rejoindre ma maman à la maison, ou que en tout cas il y a personne qui va me rejoindre sur la route, quoi. Voilà. Ça c'est une autre chose. Et en grandissant, arrivé au collège, je vais encore rencontrer des moments où, notamment en sixième, au tout début de ma sixième, je suis amie avec un garçon dans une classe. Et pour moi, c'est vraiment un ami, quoi. On rigole, on parle de certains trucs perso. J'ai une autre copine avec moi, on forme un peu un trio avec ce garçon, et c'est cool en fait. On parle de tout, on rigole sur tout. Il y a pas trop de soucis, quoi, à l'horizon. Sauf que à un moment donné, ce garçon, je sais pas trop ce qui lui passe par la tête, mais en sortie d'école, on se chamaille, on joue avec nos sacs, on fait je sais pas trop quoi, et d'un seul coup, il y a des mains qui dérapent. Il y a des mains qui dérapent entre nos jambes, que ce soit à moi ou à ma copine. Il va nous toucher toutes les deux. Alors à travers nos vêtements, enfin je veux dire sur nos vêtements, mais c'est une intrusion quand même. Et donc, à la suite de ça, avec la copine, on décide d'aller voir directement, je crois, la directrice, ou en tout cas une surveillante, qui peut-être passera le mot après. On est reçu au bureau de cette directrice, et je crois que c'est elle directement qui nous parle, ou l'adjointe, je sais plus, et qui nous dit qu'il faut pas ébruiter ça parce que ça va niquer la réputation du collège, et que il faut absolument pas que ça se sache, que dans ces cas-là, on n'a qu'à arrêter d'être amis avec ce garçon et que le problème sera réglé. Donc à savoir que ce garçon habitait à peu près dans le même quartier que nous, donc il faisait un bout de route avec nous le soir quand on sortait du collège. Et comment dire à ce garçon que en fait la seule solution pour qu'il nous laisse tranquille, et déjà pour qu'il se rende compte que ce qu'il a fait c'était pas cool, parce qu'à ce moment-là on n'a pas réussi à lui dire quand on l'a vécu en direct, un peu une sorte d'instinct de, je sais pas moi, de survie, que de rigoler à ce qui se passait alors que c'était pas du tout drôle et qu'on en avait peut-être pas conscience tout de suite maintenant que ce qu'on venait de vivre c'était un attouchement sexuel et qu'on n'avait pas du tout envie de ça. Donc voilà, autant vous dire que difficile entre des gamins de 6e, donc 12-13 ans, de se mettre en accord sur le fait que ce que lui vient de faire c'est pas chouette, et que nous on est un peu trauma de ce geste, et que il faut plus qu'on se parle, et que c'est ça qui va régler le problème. Donc on n'a aucun adulte qui va nous accompagner sur le sujet, et on va se démerder à encore côtoyer ce garçon et à se protéger comme on peut quand il aura la fâcheuse envie de nous tripoter dans son élan de puberté qui déborde, quoi. Je mets des mots comme ça là-dessus, hein, mais à l'époque je pense que c'était pas du tout conscientisé, et que j'en ai souffert, mais en silence, quoi. C'est mon corps en fait qui a gardé la marque de l'intrusion et de l'agression. Donc ça se passe en sixième. Ensuite, tout au long de mon collège, comme je l'ai dit dans un autre podcast sur les quartiers, je vais donc subir du harcèlement scolaire avec des jeunes hommes qui font référence continuellement au fait que j'ai des formes un peu plus que les autres au collège. Et ça va être des moqueries dans la classe, ça va être des moqueries dans la cour, ça va être des moqueries en sport, pendant les matchs avec des cris dans le stade qui me sont adressés, avec des insultes diverses et variées. Voilà, sur la grosseur de ma poitrine, sur le fait que j'ai des fesses, sur leur fantasme à eux, enfin j'en sais rien, mais je me prends des réflexions à connotation sexuelle tout au long de la journée, répétées, toujours plus farfelues, enfin bref.
Donc ça, je vais le vivre pendant toutes mes années de collège. Arrivé au lycée, je suis enfin tranquille avec le harcèlement scolaire. Je suis toujours aussi féminine et sexy dans ma façon de m'habiller, de relationner avec le monde, les garçons, tout ça, lié à la dépendance affective, etc. Mais bon, ça c'est pareil, je ferai un podcast là-dessus. Et je vais être à peu près tranquille au lycée. Je vais avoir la possibilité d'être moi-même à ce niveau-là sans être en danger. Parce que j'évolue dans des sphères un peu plus élevées psychologiquement. Et du coup, je suis pas en danger, quoi. J'ai personne qui essaye de me toucher ou de m'insulter parce que je représente quelque chose qui est dérangeant. Enfin, je sais pas, mais voilà. Et en fait, sortie de lycée, je valide mon bac, et j'arrive dans ma résidence étudiante à côté de la fac de droit de Tours. Et là, je vais vivre ma première rupture amoureuse, une des plus importantes de ma vie à l'époque. Je suis toute jeune. Cette première relation avait duré plus de 3 ans. Donc, je suis un peu détruite à la fin de ce truc-là. Je suis dans une période où je suis complètement perdue. Je viens d'arriver dans mon appart. C'est tout nouveau. J'ai tant espéré cette autonomie, cette prise de liberté. Et en même temps, là, je me retrouve à la commencer quasiment toute seule. En fait, la rentrée s'est faite en septembre. En décembre, je n'avais plus de couple, celui avec qui on s'était dit qu'on se marierait, etc. Donc, je me casse vraiment la figure au niveau moral et psychologique. De là, je vais aller voir une amie avec qui j'ai l'habitude de traîner pour me remonter le moral, avec qui on arrive à être bien ensemble et qu'on se connaît depuis très très longtemps. Elle est au courant de la situation, enfin bref, c'est du soutien, quoi. Sauf que ce soir-là, chez elle, il va y avoir 2 visiteurs qui vont venir. Un visiteur qui va essayer de me draguer alors que je suis en jogo de ouf, que je suis en mode déprimée, que j'ai v'là les cernes, que j'ai v'là perdu du poids parce que je mange rien, que je suis pas bien. Et lui, il va essayer de me draguer de façon hyper lourde. Enfin, je le vois même avant même qu'il passe la porte presque qu'il va être comme ça avec moi. Et j'ai à peine la force de le rembarrer parce que je suis tellement pas là-dessus, je suis à 10 000 lieues de tout ça et ça m'intéresse pas et j'ai pas envie et je suis à bout de souffle et c'est compliqué. Et donc il y a une deuxième personne qui est avec lui, son ami, qui l'envoie péter en lui disant que voilà, qu'il n'a qu'à me laisser tranquille puisque j'ai vraiment pas l'air d'aller bien et que ce serait chouette de me laisser tranquille avec ma copine, quoi. Donc cette personne, je vais la regarder en me disant merci d'avoir cette attention pour moi et de prendre soin de ma relation avec ma copine et de pas me déranger dans ma soirée avec elle, quoi. Et donc je vais pas vous détailler tout ce qui s'est passé, mais donc cette personne qui va rembarrer, on va l'appeler je sais pas, B, hein, voilà, on va l'appeler B. Ce B va dire à son ami, donc qui était un peu lourdeau là, de me laisser tranquille, etc. Et au fur et à mesure de la soirée, il va se rapprocher un peu de moi en mode l'ami, quoi. L'ami, le tonton, la bonne âme, le mec sympa qui me veut que du bien, quoi. Et moi, à l'époque, je suis hyper naïve, je crois quasiment tout ce qu'on me dit. Je me méfie pas beaucoup. J'ai grande foi en l'humain. Voilà. Donc ce monsieur, donc moi à l'époque j'ai 18 ans et lui il doit avoir je sais pas 27, 28, peut-être 30 piges, un truc comme ça. Et en fait, ce monsieur, je l'ai déjà croisé. Je l'ai croisé à l'église évangéliste que j'avais été voir quand j'étais un peu plus jeune. Je l'ai croisé sur les matchs de rugby parce qu'il était arbitre quand je faisais du rugby féminin au lycée. Donc c'est pas une tête inconnue. Et comme je l'ai rencontré dans des sphères où
Il y a des valeurs, il y a du respect, il y a des responsabilités, il est en lien avec les jeunes. Il y a le statut de la religion où je me dis bon bah ça doit être quelqu'un de bien en fait. Bah tout ça, tous ces signaux me font oublier de regarder qu'est-ce qui se passe réellement dans les faits quoi. Donc je vais me dire que c'est une bonne personne et je vais me confier à lui, je vais le laisser m'approcher dans cette soirée presque sans aucun souci quoi. Et ce soir-là, il est très tard, il neige et ces deux personnes n'ont pas la possibilité de reprendre le bus pour rentrer, il y a plus de bus pour rentrer chez eux et moi je vais me proposer de les raccompagner chez eux pour qu'ils puissent rentrer au chaud et après moi je me rentre dans mon appart quoi. Donc c'est ce qui va se passer, sauf que avec le monsieur B, on va se mettre d'accord sur le fait que bah on a encore envie de discuter un peu ensemble parce que ça se passe bien et que moi ça me fait du bien et que c'est cool, ça m'empêche de repenser à ma solitude du moment et à tout ce qui va pas bien. Donc on se met d'accord sur le fait qu'il va passer chez moi, on va continuer à papoter un peu et puis après il va rentrer par ses propres moyens. Donc je dépose son pote à son adresse et monsieur B rigole, échange un peu avec son copain avant de repartir dans leur langue. Donc je comprends pas ce qui se dit, même si j'en ai une petite idée. Voilà, ça passe un peu à la trappe. Donc on s'en va chez moi dans mon appartement d'étudiante à l'époque qui fait 18 mètres carrés où je reçois toutes les personnes sur mon lit parce que j'ai pas de canapé et que j'ai une chaise de bureau avec mon lit et c'est tout. Donc je le reçois à la maison. Cette personne donc va s'asseoir sur mon lit, va voir mes photos de famille, mon père, ma mère, mes neveux, enfin tout ce que j'ai accroché à mon mur comme une chambre d'adolescente mais qui a 18 ans et qui est à la fac. Donc il a accès à tout ça, il voit sûrement notre différence d'âge, ma naïveté, ma candeur presque, sûrement un peu de jeune femme qui connaît pas encore le loup presque, j'ai envie de dire. Et du coup, je vais continuer à discuter avec lui. Alors, une fois qu'il est chez moi, je me sens un peu moins à l'aise. Il m'avait baragouiné un truc pour pas pouvoir pour pouvoir venir chez moi et qu'on n'aille pas chez lui, parce que l'idée c'était j'allais chez lui et je reprenais ma voiture et je partais quand je voulais. Mais là, du fait qu'il soit chez moi, je me sens un peu moins sécure une fois qu'il est dans mon appart. J'ai un sentiment un peu de malaise ou de pas trop contrôler la situation. Mais à ce moment-là, je suis toute seule, il est genre minuit, enfin voilà quoi. Donc je me dis bah c'est pas grave, on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire discuter encore un peu et puis il va s'en aller quoi. Bah c'est pas trop ce qui va se passer à ce moment-là. Je vais vivre un viol dans mon appartement à plusieurs reprises pendant cette nuit-là et je vais m'en sortir avec un prétexte que j'ai une maladie génitale pour que cette personne puisse être dégoûtée et arrêter de faire des choses sur moi et ça va plus ou moins marcher, il va m'obliger à faire d'autres choses. Et donc on finit au petit matin où moi j'ai pas dormi, je me suis barricadée comme je pouvais dans mon lit pour que si jamais je m'endorme, il puisse pas me toucher ou faire des choses pendant que je dors. Et au petit matin, il va enfin s'en aller. En prenant une douche, en faisant je sais pas quoi, comme si c'était normal en fait de s'être servi chez moi, dans moi, voilà. Et en fait, il s'en va à ce moment-là et lui, j'ai comme une impression qu'il prend le truc hyper normalement, comme si c'était un coup d'un soir ou je sais pas quoi. Et moi, il passe la porte et mon premier réflexe, avant même de réfléchir à quoi que ce soit, c'est d'aller mettre le pain de savon dans ma bouche. Je me dis à ce moment-là qu'il s'est passé un truc qui est pas normal.
J'ai du mal à poser des mots dessus. J'appelle une copine. J'appelle une copine qui a déjà vécu ça. Enfin, j'appelle 2 copines. J'appelle la copine chez qui j'étais la veille au soir, qui connaît ce mec-là, je la préviens. Elle me dit que c'est pas cool, qu'il a profité de moi, qu'il a vu que j'étais pas bien et qu'il a profité de ça, de ma faiblesse du moment. Et j'appelle une deuxième copine qui a vécu un viol et qui me dit bah clairement meuf, tu viens de vivre ça et faut que tu ailles à la police et ceci et cela. Donc moi je suis un peu en panique. À l'époque, j'ai zéro confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi-même, j'ai pas grand-chose à ce niveau-là et je me dis OK, bah si je le fais à la rigueur, c'est plus pour que si ça se répète avec d'autres filles, bah ce mec-là soit comment dire dans le visu des keufs quoi. Donc je porte plainte et la chance que je vais avoir, c'est de rencontrer un policier qui va me dire, un homme, hein, qui va me dire si vous n'étiez pas d'accord, eh bien c'était du viol. Et c'est la seule phrase que je vais garder dans ma tête toute ma vie pour légitimer ma posture de victime à ce moment-là. Parce qu'on va me faire douter, parce qu'on va m'agresser à ce sujet et que jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule phrase qui m'a permis de me dire que j'ai vraiment vécu ça et qu'aujourd'hui encore j'essaie d'en guérir. Donc à la suite de ça, va y avoir, je vais subir tout de suite là dans les heures qui ont suivi. Ce lendemain matin, je vais subir des analyses gynécologiques au niveau génital et au niveau anal, alors que il y avait rien eu du côté anal, mais ils ont quand même voulu faire des prélèvements, des machins, des trucs. Je vous avoue que c'est un peu flou dans ma tête. J'ai un peu oublié à ce moment-là même comment ça s'était vraiment déroulé. Mais du coup, ils font tous les tests, tests sanguins, VIH, tout ça. Il s'avère que par grande chance, je n'ai rien. Et on me dit que y a aucun moyen de prouver que c'était un viol parce que au niveau génital, j'ai déjà des lésions dues à une activité sexuelle passée. Oui, il s'avère que j'ai 18 ans et que ma vie sexuelle a déjà commencé et que comme n'importe quelle jeune fille, sûrement que physiquement ça peut se voir. Donc la gynéco ou je ne sais qui à ce moment-là me met ça comme réponse en mode bah là on vient de vous examiner, donc on vient de vous repénétrer pour vous dire que ben en fait il n'y a pas moyen de prouver avec cet examen que vous vous êtes fait violer parce que vous avez sans doute déjà eu d'autres rapports avec d'autres hommes. Donc voilà, donc je reçois cette information là qui m'est d'une grande utilité. Et ensuite il va y avoir la confrontation au commissariat avec ce mec qui aura été en garde à vue quelques heures auparavant de la confrontation. Il nie tout. Il n'a rien fait. C'était un rapport complètement normal. À savoir qu'à ce moment-là, pour vous donner les détails qui vont aussi me perturber, c'est que physiquement, mon corps, il y a eu lubrification, un tout petit peu. Et en fait, j'apprendrai bien plus tard que c'est normal, que ça fait partie comme un peu, pas l'instinct de survie du corps, mais un peu ça quand même, qui se met en place pour mécaniquement faire ce qu'il est censé faire à cet endroit-là. Donc quand bien même le rapport n'est pas désiré et qu'on n'a pas envie et qu'on n'a aucun plaisir à ça, le corps peut quand même lancer la lubrification, sans doute pour protéger les parties ou faciliter les choses pour la victime, pour que ça fasse moins mal ou je sais pas. Enfin voilà. Donc tout ça, je repense à tous ces détails-là et je me dis mais quand même, est-ce que t'en avais pas un peu envie? Enfin, je me retourne le cerveau à un truc de fou. Et la seule phrase que je vais me répéter, c'est celle du flic là qui m'a dit si vous lui avez dit que vous n'aviez pas envie et qu'il l'a quand même fait, ben c'est du viol. Donc je retiens ça dans ma tête pour la confrontation et donc j'essaye de tenir le coup, de garder mon cap
et de présenter ma version des faits devant les keufs. À ce moment-là, va y avoir non-lieu parce que ils sont venus enquêter chez moi et que il y a aucun voisin qui a entendu des cris. Je n'ai pas de coups. À ce moment-là, je me suis débarrassée des preuves entre guillemets de ce qui s'était passé, parce que je trouvais ça dégoûtant et que je voulais tout brûler, déchirer, jeter. Donc en fait, quand les flics vont venir chez moi, les preuves physiques de ce qui s'est passé ne sont plus là. Voilà. Donc va y avoir un non-lieu. En fait, ça va pas du tout, ça va même pas aller plus loin que le commissariat. Le procureur dit ne pas avoir assez d'éléments pour que l'affaire aille plus loin. Et on me répète à moi beaucoup de fois pendant la confrontation que c'est très grave ce que je reproche à monsieur et que ça peut aller très très loin. Donc à ce moment-là, j'ai le soutien d'une de mes grandes sœurs. Je vais aller vivre chez elle pendant quelques temps parce que je suis en incapacité de rentrer chez moi. Il y a son odeur partout. C'est dans mon lit que ça s'est passé. Donc au départ, c'est hyper compliqué. Dans la foulée, je vais réussir à déménager. Je vais dormir pendant un temps sur un matelas par terre et pas dans mon lit. Enfin voilà, il va se passer des choses qui vont me permettre de tenir à peu près le coup. Mais il y a eu cette intrusion, ce viol, cette violence, cet abus. On peut y mettre tous les mots qu'on veut. Au départ, j'y ai mis beaucoup le mot abus sexuel parce que ça allait avec tous les abus, toutes les intrusions que j'avais déjà vécues dans mon enfance. Et ça allait aussi avec la place qu'on m'a toujours donnée dans ma famille, c'est-à-dire de subir un peu les choses, d'être au service d'eux. Et que moi on respecte pas mes limites et qu'on vient m'abuser en fait, on vient m'abuser dans mon intimité, ma vie privée. J'avais une mère hyper possessive, hyper intrusive qui fouillait dans mes affaires, que ce soit pour ma vie intime, ma vie amicale, etc. Et donc en fait, c'est comme si ça faisait suite et que c'était vraiment le paroxysme de mes schémas d'abus, de mes schémas de soumission, de mes schémas d'abandon de moi-même. Voilà. Donc à partir de là, j'ai une sorte de déclic sur ma naïveté, ma gentillesse à toute épreuve, ma croyance en l'homme bon. J'ai tout ça qui est un peu bousculé. Mais je vais l'enfouir. Je vais l'enfouir pendant très longtemps. Et je me souviens de tout ce qui s'est passé et de comment ça s'est passé, mais j'avais oublié les sensations physiques que j'avais ressenties à l'époque. Et ça, je vais m'en souvenir en flashback qui sont revenus il y a 1 an ou 2 ans de ça. On dit que le mental, le psychologique, relâche des traumas comme ça quand on est enfin en capacité d'y faire face, quand on a les ressources nécessaires pour traiter l'information et peut-être libérer complètement ce trauma, ou en tout cas y faire face et le considérer pleinement comme faisant partie de notre expérience de vie, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Donc je vais l'enfouir pendant longtemps. J'en parle assez librement à ce moment-là, mais je vais l'enfouir. Je vais avoir des syndromes post-traumatiques. Alors pareil, ce propos-là de syndrome post-traumatique, je suis pas au courant. Je vais découvrir ça des années plus tard avec des amis qui ont vécu la même chose dans différents contextes et qui vont me parler de ça. Et c'est là que je vais pouvoir mettre des mots sur ce que j'ai vécu les années qui ont suivi le viol et bien plus tard. Dans les années qu'on suivi, les mois qu'on suivi, les jours qu'on suivi, j'ai eu cette capacité de résilience à rebondir, à continuer ma vie comme si c'était un peu rien passé. Par contre, au niveau sexuel, au niveau couple, dès que on passe aux choses du domaine de l'intimité, de la sexualité, au tout départ, je suis plus en capacité. C'est comme si mon vagin était fermé.
J'ai hyper mal à l'idée simplement d'avoir un rapport. J'ai peur, je tremble, comme si j'allais faire une crise d'angoisse. J'ai les flashbacks de Monsieur B. Je repense à son visage, à son corps, à son sexe, à son odeur. Euh, voilà, tout me revient dès que je vais aller dans une relation sexuelle avec un homme. À ce moment-là, j'ai rencontré aussi le pétard. Le pétard est entré dans ma vie et il me sert un petit peu de... Il m'aide à oublier. Alors j'en fume pas tous les jours, mais j'en fume pas mal parce que je côtoie beaucoup de gens qui fument. Et le petit copain que je vais rencontrer à la suite va également beaucoup fumer et du coup je vais beaucoup en consommer. Je pense que c'est ça qui va beaucoup m'aider à anesthésier tous ces flashbacks, toute cette tout ce sac de caca qui me revient trop souvent au visage. Et du coup, à l'époque, ça va se tasser. Au bout d'un moment, j'aurai beaucoup moins de flashbacks. Je vais dire peut-être 6 mois, 1 an après le viol, ça va se tasser. J'ai beaucoup moins ces retours de souvenirs. Peu à peu, l'odeur, elle s'en va de mon esprit. Je m'en souviens plus. Son visage disparaît. J'ai pas l'impression de le voir partout quand je me déplace dans Tours. Voilà, au fur et à mesure, tout ça, ça disparaît. À cette époque-là, j'ai une vie un peu, j'ai l'impression un peu sombre où voilà, je me laisse aller un peu dans la fête, dans les copains. Je veux pas trop regarder qu'est-ce qui se passe en interne quoi. Et donc physiquement, je m'en rends pas compte. Je mettrai le doigt dessus là il y a 2 ans. J'ai en fait quand je vais avoir des rapports avec des hommes, je n'ai plus de sensations, je n'ai plus accès à des sensations de plaisir. Mon corps s'est complètement fermé aux sensations, voire aux sensations de plaisir. Et je mettrai le mot dessus après, mais je suis anorgasmique à 2, en incapacité d'avoir un orgasme avec mon copain du moment. Et ça dure encore aujourd'hui. À l'époque, je fais pas du tout le lien entre ça et le viol. Et je vais m'en rendre compte au fur et à mesure parce que je vais avoir des conjoints plus ou moins attentifs ou comment dire concernés par ce qui m'est arrivé. Et là, mon chéri et le papa de mon fils, avec lui, il y a vraiment eu un travail hyper important fait là-dessus parce que toute la douceur, toute l'approche différente et toute la sexualité qu'on a qui est différente de tout ce que j'ai toujours vécu me permet de me rendre compte aujourd'hui que j'avais fermé mon corps en protection parce que avoir accès à des sensations de plaisir, réouvrir mon corps à ça, c'était aussi réouvrir la porte aux souvenirs enfouis de la sensation que j'avais eue pendant le viol, pendant cette nuit-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a 2 ans, j'ai eu un flashback après un rapport avec mon conjoint un flashback, mais en termes de sensation. J'ai revécu la sensation physique comme si j'étais en train de revivre le viol dans ma chair, dans mon vagin, dans mon utérus. Et j'ai ressenti à nouveau toutes les sensations physiques qui avaient été présentes à ce moment-là, comme si elles étaient, comme si j'étais en train de les vivre tout pareil aujourd'hui, quoi. Donc de là, j'en ai parlé à la psychologue qui me suivait à ce moment-là et elle m'a dit c'est que tu es sans doute en capacité maintenant de traiter le sujet et d'y faire face. Et effectivement, il fallait que j'en passe par là, que je me reconfronte à ces sensations pour me libérer de cette espèce d'anesthésie sexuelle que je vivais depuis des années et des années sans m'en rendre compte. Je pensais juste que c'était moi qui n'étais pas vaginale ou pas clitoris ou pas je sais pas trop quoi. Et j'avais pas du tout fait le lien avec le fait que ce soit encore des syndromes post-traumatiques du viol. Aujourd'hui, je sais que c'est ça. J'ai bien avancé sur le sujet. Mon corps s'est libéré de beaucoup de mémoires de ce traumatisme.
grâce également à plusieurs types de thérapies. J'ai fait de la gestalt thérapie où on est en action sur le corps avec cette personne-là, en tout cas le thérapeute qui me suivait. Puis le fait que ce soit un homme, ça m'a beaucoup aidé aussi à remettre de la confiance dans mes relations hommes-femmes. Le fait d'avoir un conjoint beaucoup plus doux, beaucoup plus patient, plus à l'écoute, avec qui je pouvais discuter librement de mes sensations, etc., de détailler les choses. J'avais fait aussi une séance de toucher thérapeutique. C'est une séance où une thérapeute ou un thérapeute va venir faire un toucher interne au niveau du vagin, de la vulve, et point par point, un peu avec le système de la PNL, etc., va venir aider à savoir qui est resté là, cristallisé à ces endroits-là. Donc parfois il n'y a pas que l'histoire du viol, peut y avoir des trucs de famille qui sont là, peut y avoir tout un tas de croyances, de schémas, de sensations, il y a plein de mémoires qui restent là et qu'on peut venir libérer avec ce genre de toucher conscient. On peut vivre ça aussi en massage tantrique pour les femmes et on peut aussi faire des séances complètement isolées où on vient vraiment travailler les mémoires et les traumas via ce toucher. Donc j'ai fait cette séance-là, je venais d'accoucher de mon fils et ça a été une séance pareil hyper importante et qui m'a permise aussi de savoir tout ce qui était à cet endroit-là et qu'il n'y avait rien à y faire pour vraiment libérer ma sexualité de tout ce qui la polluait, de tout ce qui l'interdisait d'être, voilà, en dehors aussi du viol. Donc, pour en finir sur une note un peu plus joyeuse, moi, je peux dire que j'ai eu de la chance, entre guillemets, dans le fait que c'était un seul acte de viol isolé, sans coup, sans choses qui auraient pu être beaucoup plus graves pour mon physique ou pour ma vie. Mais toutes les femmes qui vivent des choses répétées ou de l'inceste ou que ça dure toute leur enfance ou toute leur adolescence, j'ose même pas imaginer les dégâts qu'il peut y avoir sur le physique, sur le psychologique. Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment nombreuses à avoir vécu tout ça et qu'aujourd'hui c'est pas parce que il y a les balance ton porc, les MeToo, les procès, tous ces trucs là médiatisés que en fait ça s'est arrêté. Il y a toujours des violences conjugales, y compris sexuelles. Il y a même des violences conjugales qu'on considère pas comme violences conjugales parce qu'on pense que c'est normal de se forcer à faire l'amour quand on n'a pas trop envie, mais que chéri, il a trop envie. Alors comme on veut lui faire plaisir, et on se force. Et ça, c'en est déjà une de violence conjugale qu'on se fait à soi-même et que l'autre est aussi responsable parce que on le voit très bien quand si on est un minimum à l'écoute, quand sa copine elle a envie ou quand elle a pas envie, et d'y aller alors que tu vois que la personne elle est dubitative ou que elle est pas hyper motivée, c'est que t'en as un peu rien à foutre de savoir si elle est vraiment consentante ou pas. Voilà, donc c'est tout ça aussi qui se questionne, qui se réfléchit dans nos sociétés encore aujourd'hui. Sans être dans un truc de féministe ou de je sais pas quoi, c'est juste moi en tant que mec, comment je peux garantir que ma copine, ma petite sœur, ma cousine, ma grande sœur, ma tante ou je ne sais qui se sent respectée dans son intimité, vit les choses de façon normale dans sa vie sexuelle, et comment moi en tant qu'homme je peux garantir que la femme qui partage ma vie se respecte, s'écoute, ne dépasse pas ses limites, ne se force pas, quand bien même moi j'ai très envie ou je ne sais quoi, en fait c'est pas ça qui l'emporte, c'est vraiment de savoir si elle c'est ok ou pas. Voilà, je trouve ça méga important que les hommes puissent aussi prendre cette responsabilité de nous aider à nous écouter quand par exemple on sait pas le faire par exemple. Ça peut arriver qu'une femme ne sache pas qu'elle a le droit de refuser un rapport à son copain quand bien même elle veut lui faire plaisir.
bah, si lui, il est en capacité de lui dire, attends, on en a rien à foutre de me faire plaisir, là, ce qui est important, c'est de savoir si toi, t'as envie, bah, en fait, il aura déjà fait un énorme travail pour la relation et pour elle, que de poser ces mots-là. Voilà, je trouvais important de le dire. Parce qu'on n'est pas tout seul, toute seule, à devoir avoir cette responsabilité de notre intimité et qu'on nous la viole pas, en fait. C'est pas qu'une affaire de femme. Et voilà. J'espère que ça ne vous a pas trop bousculé. Je n'ai aucun souci à parler de ça. Si certaines écoutent ce podcast et ont envie d'échanger sur le sujet, ce sera avec plaisir. En tout cas, on s'en sort. C'est possible, il faut juste y faire face à un moment donné, aller voir dans l'intimité ce qui a été saccagé ou pas saccagé, ou touché ou pas touché. Qu'est-ce que le corps a engrammé, qu'est-ce qu'il a retenu de l'agression. Et même si ça ne se dit pas dans le psychologique ou dans le physique a priori, ben en fait, il y a quand même des choses qui ont été enregistrées par le corps et c'est intéressant d'aller les voir pour les libérer et que votre vie reprenne son plein droit d'être sans tabou, sans restriction, sans blessures qui l'ont fragilisé ou abîmé. Voilà, et c'est un peu aussi aller récupérer des parts d'être qui ont peut-être été supprimées ou comment dire, bâillonnées pendant un certain temps. Et parfois, il y a des surprises aussi derrière les blessures pas guéries. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, pas évident à faire, mais qui, je pense, est d'une grande richesse pour toutes les femmes et pour tous les hommes qui écouteront ça. Voilà, je vous souhaite encore une fois une belle journée. Au revoir.